Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Audrey. Audrey qui va nous parler de ses cicatrices à la fois physiques et psychologiques. Et pas que les siennes, puisqu'elle va nous parler d'une opération extrêmement rare qu'elle a eue in utero, donc une opération fœtale sur son bébé, qui va donc laisser des cicatrices à son enfant, mais également à elle-même. Et puis les cicatrices aussi psychologiques, parce que quand on est dans un parcours, je dirais, d'un haut vol médical et chirurgical, eh bien parfois on oublie un peu la mère. C'est un épisode extrêmement lumineux, extrêmement enrichissant. Évidemment, tout finit très bien. Et donc, je vous invite vraiment à écouter à la fois les recommandations, les conseils, et toute la force qu'Audrey envoie dans cet épisode. Je la remercie mille fois d'avoir accepté ma proposition quand elle m'avait parlé de son parcours de témoigner, et je pense que ça aidera de nombreux parents. Il y a notamment dans les ressources des recommandations pour les parents qui ont des enfants hospitalisés à la naissance. Donc n'hésitez pas à écouter cet épisode, à renvoyer des messages à Audrey, et je vous laisse avec l'écoute de ce magnifique épisode. Bienvenue Audrey sur le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Merci, bonjour Audrey. D'Audrey à Audrey, c'est génial. Écoute, merci beaucoup franchement pour le premier message que tu m'avais envoyé, qui m'avait beaucoup ému, pardon. Et aussi d'avoir voilà, de ta confiance et puis aussi d'avoir le courage de venir partager ton parcours aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux bien un petit peu nous dire, alors d'où tu viens? C'est toujours sympa de savoir un peu où est chacun, un petit peu ce que tu fais dans la vie et de quelle cicatrice tu vas nous parler aujourd'hui. Bien sûr. Eh ben écoute, moi j'habite à Montreuil, j'ai toujours vécu en région parisienne. J'ai 33 ans, je suis dirigeante dans une start-up. Et je suis avec Loïc, mon compagnon, mon mari, c'est toujours bizarre de le dire, depuis plus de 10 ans. Et on a un petit garçon qui s'appelle Gaël, qui a 8 mois aujourd'hui. Et je le mentionne parce que justement, les cicatrices dont je vais parler, c'est les cicatrices de la chirurgie fœtale que j'ai dû faire à plusieurs reprises pour sauver Gaël quand il était encore dans mon ventre. Voilà, Et ouais. donc en fait, c'est à la fois mes cicatrices et en fait ses cicatrices à lui qui sont intimement liées aux miennes du coup. Mmh. Et oui, du coup, fœtale, pour que tout le monde ait bien compris, c'est des opérations in utero, donc pendant ta grossesse. Exactement, exactement. Alors, je m'excuse d'avance pour ma voix, puisque je suis malade, donc excusez-moi. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer comment ça s'est passé, à quel moment de ta grossesse c'est arrivé, et puis qu'est-ce qui a entraîné d'aller jusqu'à une chirurgie fœtale du coup? Ouais. Alors, je suis allée faire mon échographie du deuxième trimestre, en toute tranquillité. Moi, j'ai toujours été, hyper confiante, dans ma grossesse. C'est comme quoi, c'est fou, hein, mais j'étais persuadée, par exemple, quand je suis tombée enceinte, je savais que je ferais pas de fausse couche, je savais que tout irait bien, je savais enfin, je sais pas, j'étais hyper confiante. Donc comme quoi, voilà. Et en fait, échographie du deuxième trimestre, j'y allais vraiment très tranquille. Et c'était donc chez une sage-femme de ville.
Et elle regarde tout, elle dit, bon, au niveau de la morphologie, tout est normal. Par contre, et là, tu commences à te décomposer un peu. Ouais, ça fait même des frissons, tu vois. Ah ouais, tu sais, c'est ces instants où les secondes paraissent des heures et Ouais. où tu regardes son visage, tu vois qu'elle est hyper sérieuse et tout. Et elle me dit, par contre, je vois un épanchement dans son thorax, c'est-à-dire qu'il y a du liquide, en fait, dans son thorax, autour de ses poumons et de son cœur. Et ce liquide compresse ses poumons et son cœur, et donc c'est très dangereux. Mm. Euh, donc là, tu essayes d'atterrir. Ben voilà, je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Et le problème, c'est que quand tu es en médecine de ville comme ça et que tu demandes des interprétations, qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que ça veut dire, ils te disent rien. C'est-à-dire, elle te dit quoi? Elle te dit, faut aller consulter dans un service spécialisé. Exactement. Oui. Elle Donc, te dit, il entre faut ce faire moment où elle t'annonce ça et ton rendez-vous, t'as zéro info. zéro info. Ouais, c'est ça. Zéro info. Et donc, elle te dit, il faut faire ce qui s'appelle une échographie de référence. Une échographie de référence, c'est avec quelqu'un qui est rattaché à un hôpital. Et en fait, c'est cette personne qui décide Ah si oui. oui ou non tu dois être hospitalisé. Mhm. Le rendez-vous n'était que le lendemain. Donc heureusement, elle nous a pris un rendez-vous immédiatement et nous, on devait partir en vacances. En fait, on a fait l'échographie du T2 et on devait partir en vacances le soir même. Ah là Donc là. on a annulé nos vacances et Dieu merci, on a fait l'écho du coup avant les vacances et pas après parce que j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé, tu vois, s'il y avait eu 2 semaines de plus, quoi. Et bon voilà, donc on est sorti de là avec Loïc, on était hyper chamboulée. En fait, tous mes espoirs et ma certitude de cette grossesse qui allait fabuleusement bien se passer, etc., que j'étais persuadée, tout s'est effondré. Et j'ai Mm. compris à ce moment-là que c'était fini, quoi. C'était fini, les histoires que je m'étais racontées et le parcours allait vraiment changer. Donc ça, c'était, je pense, le premier très gros coup dur. Ouais. Donc là, on a attendu 24 heures, les 24 heures les plus longues de notre vie. Le lendemain, on va faire l'échographie de référence. La nana nous dit la même chose. Il y a un épanchement thoracique. Je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire. Il faut aller à l'hôpital. Ah oui, parce que en Ouais. fait, cette échographe n'est pas elle-même déjà dans un service. Donc, c'est Ouais. encore une étape intermédiaire. Encore une étape intermédiaire, mais elle est rattachée à l'hôpital Trousseau. Ah, Trousseau, d'accord. Donc, elle nous renvoie à l'hôpital Trousseau. Et là, on est vendredi 18 h, donc le début du week-end, quoi. Tu n'as que des médecins de garde. Donc beaucoup moins de gens, tu t'attends hyper longtemps. Enfin, tous ceux qui ont fait l'expérience de l'hôpital savent qu'il faut pas tomber malade un vendredi soir ou le week-end. C'est vraiment, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc on arrive à Trousseau et là on est pris en charge par le DAN, c'est-à-dire le diagnostic anténatal. Ah oui, alors, ah oui, d'accord. Moi, je le connais sous le nom de diagnostic prénatal, mais Ouais, c'est c'est pareil. pareil. Ouais, ouais, ok. Je connais bien. C'est pour ça que je vois bien par quel parcours t'es passé. Et les gens peuvent se dire, ah, c'est rapide. Mais à l'échelle de ta vie à ce moment-là, c'est pas rapide du tout. Parce qu'en Ah, fait, tu sais jamais. En fait, on fait que te dire, il y a un problème, mais on te dit pas ce que c'est. Donc, en fait, toi, t'es en apnée permanente, quoi. c'est exactement ça. J'étais en apnée, mais c'est exactement ça. Et donc, heureusement, je suis prise en charge donc, le vendredi soir par un médecin du diagnostic anténatal à Trousseau qui était vraiment top et qui, enfin, a pris du temps pour nous expliquer. Donc là, voilà, on était enfermés dans une salle d'échographie avec lui et enfin, il nous explique, il dit, voilà, donc il a un épanchement dans le thorax et effectivement, ça comprime ses poumons et son cœur. Donc, on ne peut pas le laisser comme ça. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir le drainer. Euh, et on lui dit, OK, mais c'est quoi les causes en fait? Pourquoi il y a ce truc, etc. Et il nous dit, bah alors là, je ne peux pas vous dire, il va falloir faire des examens complémentaires. Ça peut être le symptôme d'un syndrome beaucoup plus grave, comme une trisomie ou une autre maladie génétique. Donc là, méga flip aussi, quoi. Mm. Il nous explique que... Moi, tu ouais, peux nous pardon. redire du coup ton stade de grossesse pour qu'on se rende compte aussi. Parce Donc que là, je suis les à calculs, c'est 30 tard. semaines. Voilà, c'est ça. 30 semaines et donc tu es à 6 mois, attends. 6 mois. Ouais. 6 mois. Donc à 6 mois, autant dire que c'est où il y a une IMG parce que c'est recommandé par les pros de santé, soit tu vas au bout de ta grossesse, quoi. Enfin, faut se rendre compte en fait quand on nous annonce des choses comme ça que c'est pas, t'as plus de choix en fait.
Ouais, exactement. Et en fait, on a eu un moment dans le parcours parce que on a dû faire une amniosynthèse pour faire Mhm. un karyotype et regarder donc d'un point de vue chromosomique s'il y avait des anomalies, etc. Et en fait, les résultats mettent très 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 longtemps à venir. Ça met 3 semaines. C'est Exactement. hyper long. Et donc pendant ces 3 semaines, les médecins sont venus nous voir et nous ont dit, vous savez, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous voulez faire, Ah. Mm. tu vois? Et quand ils te disent ça de manière hyper enrobée, avec des pincettes et tout, et honnêtement, moi, j'ai pas compris. Enfin, je disais, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Il dit, bah, vous savez, une IMG serait possible et tout. Donc une interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire que l'équipe médicale concertée, enfin ils font un conseil, recommande aux parents, potentiellement en fonction de la gravité de la maladie, d'interrompre médicalement la grossesse. C'est pas une IVG, je précise pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc là, la violence, toi, tu es enceinte de 6 mois et on te demande si tu veux garder ton bébé, en fait, concrètement. Oui. Moi qui suis enceinte de 6 mois, avec une grossesse qui se déroulait mais tellement bien, j'étais vachement, je me sentais hyper connectée avec mon bébé. Enfin, je veux dire, je le connaissais déjà dans mon ventre, tu vois. Donc l'idée d'une IMG, mais ça m'est même pas traversé l'esprit. Hmm. Et on s'est regardé et ils nous ont dit, vous en avez parlé entre vous? Et on s'est regardé, on a dit, bah non, on n'en a même pas parlé, mais parce qu'en fait, pour nous deux, ça nous avait même pas traversé l'esprit. Hmm. Et les médecins sont ressortis, et là, je me souviendrai toujours, Loïc m'a dit, tu sais, euh, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Et s'il faut qu'on accueille un enfant handicapé, eh ben, on fera tout ce qu'il faut pour être heureux. Et peut-être qu'on n'aura pas les mêmes parcours professionnels, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes vies, mais c'est pas grave. On fera des aménagements et nos vies, elles changeront. Et puis, ben, on pourra le rendre heureux et tout. Enfin, ça m'émeut d'en reparler, mais parce qu'heureusement, c'était pas le cas. Je spoil, mais heureusement, voilà, il y a eu aucun souci. Mais tu te prépares, quoi. Tu te prépares à tout. Tu te prépares à tout. Et comme ces 3 semaines sont très longues, puisque forcément, ils attendent les résultats génétiques pour savoir est-ce qu'ils opèrent ou pas, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vous recommandent de faire. euh, Est-ce que on vous a proposé un suivi psychologique à ce moment-là? Non, plus tard. Ça a été plus tard, le suivi psychologique. Ça a été après la naissance. Mais en fait, à ce moment-là, on ne devait pas attendre. On a été obligé d'opérer tout de suite. Ah, d'accord, C'est-à-dire qu'en même fait, avant ouais, la. Ah oui, ouais, d'accord. même D'accord. avant. En D'accord. fait, ils ont fait l'examen. Ils ont dit ça va prendre 3 semaines, mais dans l'hypothèse où vous voulez le garder, parce qu'ils ont quand même compris que c'était ce qu'on voulait, en fait, il fallait pas attendre, quoi. Il fallait D'accord. être Ah oui, opéré immédiatement. ok, ok. Et donc, voilà, ils m'ont expliqué en quoi allaient consister les opérations. Donc, en fait, ils allaient passer avec ce qu'ils appellent un trocar, qui est une espèce d'énorme aiguille avec une pince au bout, par mon ventre, sur le devant de mon ventre. Ils allaient faire une petite incision, passer avec ce trocar et insérer dans le dos du bébé un drain. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour ce faire, ils anesthésient le bébé. Pour l'anesthésier, ils font une autre petite incision à un autre endroit de mon ventre et ils piquent dans le cordon ombilical, de sorte qu'en fait, le bébé, il ressent pas la piqûre, tu vois, ça passe dans son sang, mais à travers le cordon. Et parce qu'un bébé, il bouge, et le mien, il bougeait vraiment beaucoup. Donc, en fait, tu peux pas prendre le risque quand tu fais une chirurgie à un fœtus qui bouge, quoi. C'est incroyable. Et j'imagine qu'il y avait des risques. C'était une opération risquée, j'imagine. Ouais, c'était une opération risquée et très rare. Donc en fait, je me souviens dans la salle d'opération, il y avait peut-être 12 personnes. Il y avait le grand professeur de trousseau de médecine fétale qui est le premier gars en France à avoir fait ça, les poses de drain en France, donc incroyable. Mm. Et il y avait toute son équipe à lui et il y avait des sages-femmes. Parce que le risque, c'est que en fait, tu perces la poche des os en faisant ce truc-là et que du coup, bah, Les il faille... prémages. Ouais. Ouais. Mm. Donc, ils m'ont fait une rachianesthésie. Donc, Mm. c'est un peu comme la péridurale, mais ça dure moins longtemps. Euh, et, euh, et on est parti dans la salle donc d'opération. Il y avait 12 personnes. Euh, le grand professeur, là, il demande à son médecin, qui était un médecin, c'est pas un interne, hein, c'est un médecin, mais ce médecin n'avait jamais fait cette opération parce qu'elle est très rare. Mais il demande à son médecin de le faire. Et ce médecin... euh, en essayant de poser le drain dans le dos de Gaël, en fait, fait tomber le drain en question à l'intérieur du thorax de Gaël. Oh mon Dieu. Donc, en fait, il a appuyé trop fort, quoi. Parce que c'est la Et première attends, fois qu'il et le faisait. t'es endormie? Je suis consciente. Je suis consciente parce que j'ai juste une rachianesthésie. Donc, je Ah suis voilà, derrière le champ chirurgical. c'est ça. J'écoute tout, D'accord. j'entends tout. Ah, Et voilà. là, j'entends, merde.
Ah Tu là vois, là. c'est trop bizarre. Tu sens quand même, tu t'as pas mal, mais tu sens, et j'entends, oh, merde. Ok, et donc ils me disent, bon, voilà, vous inquiétez pas, en fait, on a juste fait tomber le drain à l'intérieur de son thorax, mais c'est pas grave, on va en mettre un autre. Vous inquiétez pas, c'est un petit morceau de plastique stérile. C'est pas grave, il pourra naître avec, il grandira avec, on verra ça plus tard. Ça n'a aucune incidence, vous inquiétez pas. Ah la vache. Donc là, tu te dis, bon, fine, je vais leur faire confiance. J'allais dire, ton état d'esprit à ce moment-là, parce que donc, tu as une rachionesthésie, tu es enceinte, tu as une rachionesthésie, c'est une opération à risque. Déjà, tu arrives au bloc, tu étais dans quel état d'esprit, toi? Tu étais en mode combative, hyper confiante? Tu avais peur? C'était quoi ton état d'esprit, toi, à ce moment-là? J'étais en mode, ouais, j'étais en mode hyper combative. J'étais en mode, je m'en tape complètement qu'on m'ouvre le bide. Je m'en tape complètement si jamais j'ai mal. Je veux juste qu'il sauve mon bébé, quoi. Ouais, ok. Donc en fait, j'étais vraiment, en fait, et c'est un peu toute l'histoire. Tant que ça a touché à moi, j'étais hyper confiante. Et dès que ça touchait à mon bébé, une fois qu'il était né et que je l'avais plus en, enfin, tu vois, dès qu'on Ah était ouais. séparés, tu vois ce que je veux dire, j'étais beaucoup plus angoissée. Mais tant qu'il était à l'intérieur de moi, je sais pas, je me disais, vas-y, je vais faire face pour lui. Il n'y a pas de problème, t'inquiète, je suis Hyper là, mon bébé. important. Non, mais je te demande parce que c'est hyper important, en fait, ton état d'esprit à toi à ce moment-là. Pardon. C'est hyper important que tu sois dans cet état d'esprit-là parce que lui, il le ressent. Et donc, forcément, ça aide aussi, tu vois, parce que même s'ils disent ils sont rien et tout, bon, au final, on ne sait pas trop ce qu'il ressent. Et le fait que tu sois quelque part sereine et confiante, c'est super important. Tu aurais pu arriver hyper flippée, angoissée, tu vois. La vérité, c'est que ça, je le savais, tu vois, et que du coup, je me forçais à être Ah, sereine et confiante. Donc, je suis clairement pas, enfin voilà, je suis pas une force de la nature ou quoi. Je suis comme tout le monde, je suis méga flippée, méga angoissée pour mon bébé, mais je me suis dit, meuf, tu te forces à être hyper confiante et à en envoyer que des ondes positives et zen dans ton ventre parce que sinon, il va le ressentir, quoi. ouais. Et donc, je me suis forcée. Et, euh, et en fait, j'ai bien fait parce que, enfin, j'ai bien fait. C'était nécessaire parce que j'ai eu cette opération et en fait, il y en a eu 5 autres qui ont suivi. Ah là là. Alors À attends, ce moment-là, je le sais attends, du pas. coup, c'est moi qui t'ai qui t'ai mis dans le flou, mais juste du coup, enfin déjà la première, du coup, ils ont fait tomber ce petit bout de drain, donc Ouais. toi à ce moment-là, tu dis, je leur fais quand même confiance. C'est pour ça que je te Ouais. demande sur le Ils mindset. me disent. C'est pas Après, grave. ils ont vachement bien communiqué avec moi. Ils m'ont dit que vous inquiétez pas, c'est pas grave, on verra ça plus tard. On a d'autres problèmes, on va en reposer un. Et là, c'est le grand chef qui prend, voilà, qui reprend, qui pose le drain, qui dit c'est bon, c'est fait, ça a été très bien fait, vous inquiétez pas, c'est fait. Et du coup, attends, le drain, du coup, ça se draine où? Dans ton ventre? Dans mon ventre. Donc le liquide, en fait, c'est un petit drain qui fait 4-5 cm, qui est posé, c'est un tuyau qui part de son thorax et qui sort à l'intérieur de mon ventre. Et donc le liquide qui est dans son thorax se déverse dans mon liquide amniotique. Ah oui, c'est ça, dans ton liquide amniotique. Enfin, dans son liquide amniotique à lui. Enfin, en fait, Dans son liquide amniotique, il se ouais. draine dans son liquide. Ok, ok, d'accord. Et ils font une échographie, ils voient, enfin, encore dans la salle d'opération, ils font une échographie et ils voient immédiatement qu'effectivement, avec la pression qu'il y avait dans son thorax, il y a tout qui sort par ce drain, enfin pas tout, mais il y a pas mal de liquide qui sort par ce drain, ses poumons reprennent de la place, son cœur se recentre, il me dit c'est super, ça fonctionne madame, c'est super. Ah, et là, Là, méga, voilà, méga soulagement. Et ils me disent, par contre, on va vous garder en observation très rapprochée parce que vous savez, en fait, le bébé, il bouge dans le ventre. Et parfois, les drains, en fait, ils se frottent le dos et le drain tombe. ah oui. Donc, ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver. Et on peut aller à la grossesse jusqu'au bout et vous allez pouvoir accoucher par voie basse et vous inquiétez pas. Mais quand même, il faut surveiller. Donc toi, à ce moment-là, enfin, tu vois, moi, j'y connais rien. Je me dis, bon, bah, c'est super si j'arrive à accoucher par voie basse, aller jusqu'au bout de la grossesse et tout. Je me dis, c'est top. Parce qu'à 30 semaines, je veux absolument pas avoir un prématuré. Ah oui. Tu sais, genre, je passe mon temps à regarder sur Internet les stades de prématurité, machin. Enfin, je suis hyper angoissée par l'idée d'accoucher à 30 semaines, quoi. Tu vois, c'est 37, hein, c'est ça, hein, il me semble. 37, à partir de 37, t'es à terme. Ouais. Ouais, c'est ça. Et normalement, une grossesse, c'est 40-41. Ouais, c'est ça. Et donc, je rentre chez moi. Je Garde en reste. rapprochement combien de temps? Comment? Tu gardes en surveillance rapprochée combien de temps du coup? Ah, et en fait, surveillance rapprochée, ça veut dire qu'il faut que je revienne 3-4 jours après. Ah d'accord, Donc, d'accord. Ouais, c'est pas il ne me à garde pas à l'hôpital. l'hôpital. Ok, ok. Ok. Non, il ne me garde pas à l'hôpital. Donc, je rentre chez moi, euh, soulagée, mais quand même un peu angoissée, quoi. Tu sais pas trop. Parce qu'en fait, l'avantage d'être à l'hôpital, c'est que tu es tout le temps en train de faire des examens. Dès que tu rentres chez toi,
bah, tu es un peu dans la nature, quoi. Tu sais pas. Ça se trouve, il est en train de se passer des choses dans mon ventre, je me dis, et j'en sais rien, en fait. Donc, honnêtement, chez moi, j'étais limite plus stressée qu'à l'hôpital. Hmm. Donc, je comptais les jours jusqu'à retourner à Trousseau pour refaire une échographie de contrôle. Donc, je reste chez moi 3-4 jours. Je retourne à l'hôpital, échographie de contrôle. Bingo, le drain est tombé. Ah oui, puis alors, du coup, ils savent pas depuis quand, en fait, en Ils plus. savent pas depuis quand. Ça peut être depuis 2 heures, ça peut être depuis 2 heures après l'opération, 4 jours plus tôt. Ils savent pas. Mais ils voient que du coup, l'épanchement dans le thorax de Gaël est revenu. D'accord. À chaque fois que le drain, enfin, si le drain s'en va, après l'épanchement revient parce que voilà, il a plus de manière de s'évacuer. Donc de nouveau, détresse pour le bébé, de nouveau, madame, il faut vous opérer tout de suite. Ah la vache. Et en fait, j'ai fait ça 6 fois. Ah là 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 là. 6 fois, je suis rentrée chez moi 3-4 jours, je suis revenue. En fait, il faut réopérer, il faut réopérer, il faut réopérer. Et à chaque fois, ils t'incisenent au même endroit. Comment ça se passe pour toi? Non, à chaque fois, donc d'où l'histoire des cicatrices, à chaque fois, en fait, ils t'incisent à des endroits différents parce qu'ils t'incisent en fonction de où est placé le dos du Ah bébé bah à ce oui, bien moment-là. sûr. Oui, excuse-moi, évidemment. Oui, bien sûr. Ok. Et une fois, il était en ventral, enfin, je sais pas comment on dit ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, il présentait son ventre. Ouais, dos dans ton dos, Pas enfin sur- dos contre ton dos. Exactement, exactement. Et là, en fait, là, ça a été franchement une des fois les plus difficiles. Ils ont anesthésié le bébé et ensuite ils m'ont fait une expression abdominale, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à 4 mains sur mon ventre pendant 30 minutes. 30 minutes, c'est vraiment très long, à appuyer, appuyer, appuyer pour le faire se tourner, en fait. Oh là là. Et honnêtement, de l'ensemble du parcours de chirurgie, ça a été, pour moi une des phases les plus difficiles parce que ça fait très mal. Moi, je suis pas anesthésiée à ce moment-là. Il y a que le bébé qui est anesthésié et en fait, ça fait hyper mal. Ça fait Mm. hyper mal et en fait, là, c'était de la chirurgie fœtale, c'était important et cetera, mais on sait aujourd'hui que les expressions abdominales dans le cadre d'accouchement, ça fait partie des violences, obstétricales. Ah Il oui, y non, a des mais c'est même interdit. L'expression Et c'est abdominale, interdit en c'est France. interdit. Aujourd'hui, Ouais, c'est ouais, ouais, interdit en France. complètement. Ouais. Et maintenant, je comprends pourquoi. Donc, je leur reproche pas de l'avoir fait. Je sais que c'était nécessaire, mais franchement, ça fait hyper mal, quoi. C'est hyper dur. Et du coup, attends, je voulais te demander, oui, donc t'étais pas anesthésiée. Mince, attends, je voulais te poser une question, j'ai oublié. Oui, donc ils te font ils le retournent. En même temps, oui, ils le font pas pour faire une expression, ils le font parce qu'ils ont Oh. besoin qu'ils tournent son dos. Oui, donc je veux dire, après, ils ont checké, voir par exemple avec une écho que toi, ça avait pas eu de dommages sur tes organes ou quelque chose comme ça, justement, le fait d'avoir été à 4 mains pour le tourner. Bah écoute, c'est marrant que tu poses la question. Non, je me suis pas posé la question sur l'impact sur mes organes. Et après, moi, j'avais des échographies constamment, et donc je pense que s'ils avaient vu quelque chose, ils m'avaient dit, mais à aucun moment ils m'ont dit. C'est vrai qu'à aucun moment ils m'ont dit, vous savez, on vous a fait une expression abdominale, c'est hyper dur, on va vérifier que vous allez bien. Hmm. Et, et ça, c'est un peu révélateur, c'est un peu symptomatique de tout le parcours après, c'est qu'en fait, c'est tout pour le bébé, quoi. Toujours tout pour le bébé. Et toi, en tant que maman, et toutes les mamans, c'est pareil, t'es dans le même état d'esprit. Et à un moment, moi, ça, c'est m'est revenu comme un boomerang quand même. C'est ce que j'allais dire, tu te prends un mur. Ça y est, je me rappelle de ma question. Est-ce que ton conjoint pouvait t'accompagner pendant les opérations? Non, il pouvait pas. D'accord. Et c'est très dur pour lui. C'est très dur pour les accompagnants de voir ta femme avec le bébé dans le ventre partir. Tu sais qu'il y a un risque qu'en fait le bébé naisse pendant l'opération. Il y a toujours des risques. Enfin, c'était hyper dur pour lui à chaque fois. Et là, donc, dans ce Vraiment. parcours-là, donc, tu retournes 6 fois au bloc, donc avec des périodes de 4 jours, donc je dirais sur un mois quasiment à peu Un près. mois, exactement. Ça a duré Euh, un mois. donc Et jusqu'à ton 7e mois de grossesse. c'est ça. Et donc là, Et toujours pas d'être psy par rapport à ce parcours, besoin d'en parler, besoin d'évacuer le stress, non? Et toi, t'en ressens pas le besoin non plus? Tu le demandes pas? à ce moment-là, je le demande pas parce que moi, enfin, je suis en mode combat, quoi. Je suis Ouais. dans ma tranchée à donf. Hmm. Je pleure pas, par exemple, tu vois. Je pleure jamais. Ah ouais. J'ai pleuré le jour où on a fait la toute première échographie, où on m'a dit qu'il y avait un problème sur mon bébé. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et à partir de ce jour-là, après, je me suis mise en mode combat. Et je pense que c'est une question de survie, j'en sais rien. Mais ça, c'est pareil. C'est un truc qui te revient après comme un boomerang, parce qu'il y a un moment où en fait, il faut métaboliser, il faut digérer les trucs.
Mais à ce moment-là, tu es dans ta tranchée, quoi. Tu réfléchis pas. Excuse-moi, je suis un peu émue. Ouais, non, je pense que ça parle à beaucoup de mamans pour des tas de parcours différents, en fait. Tu vis des trucs qui font que t'es à fond pour ton bébé, tu as des ressources. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte, je pense. Et moi, c'est depuis ce jour-là, je me rends compte à quel point les femmes sont vraiment des super-héroïnes, comme tu dis dans ton podcast. Bah ouais. Je suis persuadée qu'en tant que femme, on vit des trucs et on a une force, pas que les hommes ont pas, parce que, mais juste, ils se retrouvent pas dans les mêmes situations que nous, tu vois. Ils se Mm, retrouvent pas dans ce genre de situation. Et donc, je pense que, enfin, aujourd'hui, je crois à fond à la sororité et au fait que on est capable de connecter nos esprits avec ce qu'on a vécu. Et je complètement. crois que c'est quelque chose que les hommes qui ont un parcours normal de vie ont, ont pas la possibilité de connaître et ils se rendent pas compte, tu Mm, vois. mm. Parce Bah, en que, fait, ouais, c'est très vrai. Alors, il y a des petites. Je dirais que dans le cadre de ce qui touche à la maternité, forcément, puisque de toute façon, ça se passe pas dans leur corps. Donc, forcément. Après, tu vois, je vois par rapport. Oui, donc effectivement, moi, je dis toujours. Donc, c'est pour ça que le podcast s'appelle La Voix des femmes résilientes et qu'on parle de résilience, parce que voilà, je pense que là, tu en as un magnifique exemple. C'est pour ça que ça m'émeut, parce que je te vois et je ressens, en fait, ta combativité. Ça me touche beaucoup. Euh, Et aussi que je dis qu'il n'y a pas de cicatrice sans super-héroïne. En fait, c'était un proverbe, enfin pas un proverbe, mais c'était le nom d'une citation africaine où c'était l'inverse. C'était pas de, il n'y a pas de héros, pas de cicatrice sans héros. Et moi, je l'ai inversé et j'ai dit au féminin. Voilà, pour la petite histoire. Mais parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans les parcours que je vois où les femmes témoignent, même tu vois dans le cadre de maladies, quand c'est lié vraiment au féminin, donc tu vois un cancer des ovaires ou quoi, que ça touche les hormones, c'est clair que ça a un impact sur le corps et ça a un impact sur la femme qui est pas du tout le même qu'un homme, même s'il avait un cancer aussi, tu vois, parce qu'en fait nos hormones régissent pas nos corps de la même manière et les impacts sont pas les mêmes. Tu vois aujourd'hui une femme qui a un cancer qui se fait retirer tout son appareil génital, bah, elle est en ménopause et elle peut avoir 30 ans et être en ménopause. Ça, c'est un truc qu'un homme peut pas vivre, tu vois. Enfin, je veux dire, et donc c'est très vrai ce que tu dis sur cette combativité qui est ni plus, ni moins bien, ni mieux, mais qui est particulière et qui est voilà. singulière et qui est vraiment propre aux femmes. Et c'est pour ça qu'à chaque témoignage, je suis toujours émue, parce que même si on échange avant, je ressens en fait, quand vous revivez tout ça, je le ressens enfin, je suis avec vous, quoi, je le ressens. Et, et c'est extrêmement puissant en fait. Donc voilà, je voulais juste dire ça et saluer ton courage parce que c'est dingue. Et donc du coup, ouais, donc tu disais que là, donc un mois d'opération, tu demandes pas d'aide particulière. Est-ce que vous étiez entouré quand même? Est-ce que vous ressentez le besoin de voir des amis, de la famille, etc. Alors, on a été extrêmement, extrêmement entourés. Franchement, moi, mes parents ont été très présents. Et c'est là que tu te rends compte que quel que soit ton âge, ton papa et ta maman, c'est ton papa et ta maman qui ont Ouais. vraiment, pour moi, pris le rôle de papa et de maman, quoi. Je me suis sentie, pas Ouais, comme une enfant, mais je me suis sentie, comme quand tu es enfant et que tu as besoin d'être protégée, d'être rassurée. Mais mes parents, ils ont vachement bien endossé ce rôle, alors que eux aussi, évidemment, ils étaient hyper angoissés, tu vois. Mm, mm. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Les amis, pareil. Enfin, ouais, pour le coup, je pense que c'est ça aussi qui nous a aidés, c'est qu'on a eu un système de soutien top. Et même entre nous, enfin, avec Loïc, c'est clairement la plus grosse épreuve qu'on ait jamais traversée. Ah oui. Surtout que je t'en parlerai après, mais il y a eu 2 mois d'hospitalisation qui ont suivi la naissance de Gaël. Et c'est la plus grosse épreuve qu'on ait traversée, mais heureusement, ça nous a plutôt rapprochés qu'autre chose. Et donc, ouais, ça a aidé. Ça a Mm. aidé. Et, euh, et pour revenir sur ce que tu disais sur la combativité, en fait, euh, tu te rends compte des ressources que tu as. Et moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais comment t'as fait? Mais j'aurais jamais pu. Mais si, en fait, Ouais, quand t'es dedans. Mm. quand tu es dedans. Et pareil, pour te donner un exemple, donc j'ai fait 6 opérations. Les 2 dernières, quand j'arrive au bloc, on me dit, voilà, vous avez déjà fait 4 opérations, ça commence à devenir dangereux de vous faire des rachianesthésies, parce qu'à chaque fois, on pique, tu sais, dans la gaine de la moelle épinière, comme pour la péridurale. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient très dangereux,
parce que cette gaine, elle peut s'ouvrir. Ça s'appelle une brèche. Et en fait, si tu as une brèche, tu n'es pas handicapé ou quoi, mais tu peux avoir des effets neurologiques graves et désagréables qui passent au final, tu vois, mais c'est un truc à traiter en plus sur le corps de la maman, quoi. Et donc, l'anesthésiste me dit, on a deux choix. Soit on continue à vous faire des anesthésies et on prend le risque de la brèche, soit on essaye sans anesthésie. Euh, Étant donné que c'est des opérations très rares que vous êtes en train d'avoir, on n'a aucun recul, personne ne l'a jamais fait, on ne sait pas. Est-ce que vous voulez essayer? Et donc j'ai dit OK. J'ai dit OK. Et les 2 dernières opérations, je les ai faites sans anesthésie. Sans Et anesthésie du tout, c'est-à-dire même pas local, rien? si, ils mettent une petite crème, mais tu sais, Oui, c'est comme, d'accord. enfin, voilà, merci Oui. la crème, quoi. Même quand tu fais le vaccin contre la grippe, tu le sens quand même la piqûre. Donc voilà. Et en fait, je pensais pas en être capable, mais en fait, tu trouves les ressources. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais fait d'hypnose ou quoi dans ma vie. Clairement, je suis rentrée dans un état d'auto-hypnose. Je l'avais jamais fait de ma vie. C'est incroyable. Non, Et mais donc, en fait, c'est c'est ouf les dingue. ressources que tu trouves. C'est ouf. Et tu t'avais mal quand même? Enfin, faut le dire, ça t'a fait mal? Oui, j'avais mal, mais honnêtement, c'était pas insupportable. C'était pas horrible. D'accord. C'était supportable quand tu te mets. Enfin, voilà, je me suis mis dans cet état très particulier. Et en plus, il fallait pas que je bouge. Bah Il faut oui. surtout pas bouger parce que c'est une opération très délicate. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je me mette dans un état hyper particulier que j'appelle d'auto-hypnose, mais j'en sais rien parce que j'en ai jamais fait. Mais voilà. Et puis, bah, ouais, ça a marché. Ça a fini par marcher. Incroyable. Incroyable. Toi, tu me l'avais pas dit ça là, donc je suis très Ouais. étonnée. Ok, donc comme si tout ça n'était pas suffisant, tu vas au bout de ta... Donc pendant un mois, tu remets le drain à chaque fois, ils remettent le drain, tu vas au bout de ta grossesse, le drain bouge plus du coup. J'imagine Alors, aussi, donc il a plus trop de place pour faire l'idiot et enlever son drain, c'est ça? ouais, c'est ça. Alors, il grossit, il grossit. Et en fait, il s'est passé un truc pas du tout attendu qui a déclenché l'accouchement, qui Hmm. est qu'en fait, je vais mettre un drain. Ça commence à devenir usual business pour moi. Donc, on pose le 6e drain. Je passe la nuit. À chaque fois, je passais la nuit. Le lendemain matin, échographie de contrôle. Je fais ma petite valise et tout. Je m'apprête à rentrer chez moi, comme d'hab, à passer 3 jours, à revenir. Enfin, tu vois, vraiment, je suis rentrée dans le rythme. Donc, on fait l'échographie de contrôle. Et là, je vois que le médecin, il passe longtemps. Il passe plus longtemps que d'habitude et il regarde des endroits du corps du bébé que d'habitude il regardait jamais. Parce que moi maintenant à ce moment-là, je suis devenue clairement une échographiste professionnelle. Je sais reconnaître un diaphragme, un cœur, un poumon, il n'y a pas de souci. Mais là, il se met à regarder des trucs que je reconnais pas. Je lui dis ah bah tiens, c'est quoi là qu'on voit à l'écran? Il me dit oh rien, je regarde ses bras et je regarde un peu vos membranes. Les membranes, en fait, ça veut dire c'est la poche des os, quoi. Il me dit je regarde, il n'y a pas de souci, je regarde et tout. Et il me dit rien. Et il passe longtemps. Bon, après à la fin, il me dit ok, c'est bon, vous pouvez retourner dans votre chambre, etc. Je retourne dans ma chambre, je commence à faire ma valise pour rentrer chez moi, tu vois, j'ai l'habitude. Je commence à manger mon délicieux plateau de la PHP, voilà, de mon plateau repas. Et là, il revient dans ma chambre 10 minutes après. Il me dit ah, vous êtes en train de manger? Ah, mais non, mais en fait, il faut arrêter tout de suite parce que là, on part en césarienne d'urgence. Je dis Ouais, comment? ouais. Quoi? Enfin, quoi? C'est un peu violent de pas... Ah, tu vois, ça me fait des frissons. C'est un peu Hyper. violent de pas t'avoir dit, écoutez, on vient vous revoir dans pas longtemps là, stand-by, faites Eux, rien. on soupçonne un truc, c'est Ouais, bizarre, ouais. rien. Et tu sais pourquoi il te l'a pas dit? T'as expliqué ça ou pas? Je pense qu'il a voulu se concerter avec ses Ouais, collègues. ouais, il voulait être sûr. Bah, ça se comprend aussi, parce que si t'avais mis en alerte alors qu'il y avait rien, ouais, Ouais. d'accord. Et Et donc, pourquoi alors? Il t'explique? il me dit en fait, à force de faire des opérations, vous avez un décollement des membranes. Donc, ça veut dire que la poche des os, elle commence à se décoller, elle commence à se. Elle s'est pas percée, enfin, je sais pas trop, mais les membranes se décollent. Et en fait, le bébé s'est enroulé le bras dans une des membranes et ça lui fait un garrot. Ah, je Donc, savais le même truc, pas que c'était possible. rien à voir avec la choucroute, tu vois, rien à voir avec l'épanchement, rien à voir. Les membranes, il peut s'enrouler autour des membranes, alors je savais Ah pas du ouais, tout. bah moi non plus. D'accord. En fait, j'imagine que c'est un peu comme des. Enfin, je sais pas, ouais, c'est comme une poche, quoi, mais il doit y avoir des enveloppes qui se détachent. Il s'enroule le bras dedans, ça lui fait un garrot. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, si le sang circule plus dans son bras, il peut perdre son bras, gna gna gna. Oh là 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 là.
Donc, en fait, on y va tout de suite. On part tout de suite au bloc, césarienne d'urgence. T'as même pas le temps de prévenir ton mari? Il est avec moi dans la chambre. Ah, Merci. Donc, mais par contre, il vient pas avec toi au bloc, pour le coup. alors au début non, mais après si. Maintenant tu peux avoir, les hommes avec toi en césarienne. En fait, ça dépend du degré d'urgence de la césarienne. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça. Parce que tu partais en césarienne d'urgence, c'était un code orange? Ou... Je Oui? pense que c'était plutôt orange, ouais, parce Ouais, qu'on d'accord. n'était pas à 1 heure près, par exemple, tu vois? Ouais, ouais, d'accord. Donc, quand tu dis au début, non, c'est-à-dire le temps qu'ils t'installent et tout, et avant d'inciser, ils l'ont fait rentrer, c'est ça? Pour que vous C'est accueilliez ça. ensemble votre... Oui, donc du coup, vous pouvez vous retrouver tous les deux au bloc au moment où commence la césarienne, il est avec toi. Il est avec moi. Il est avec moi à ce moment-là et puis tout va très vite, quoi. Ah C'est-à-dire ouais, que le médecin, qui arrive dans la chambre et qui me dit: «Posez votre fourchette», il est 12h45. Gaël est né à 14h17. ah ouais, Donc le temps enfin, tu vois, juste le temps de descendre, de machin et de m'ouvrir. Heureusement, ils m'ont beaucoup rassurée sur le fait donc là, je suis à 34 semaines, 34 plus 5, presque 35 semaines et ils m'ont vachement rassurée sur le fait que c'est un stade de prématurité, léger. En plus, Gaël est un gros bébé, de 2,5 kg, donc ça ira bien et cetera et cetera. Donc mais quand même, tu vois, je disais à Loïc, tu sais, et c'est marrant parce que je lui disais ça à lui, mais en fait, je me parlais à moi-même. Je lui disais: «Tu sais, il va naître, mais tu sais, un bébé prématuré, c'est pas comme un bébé normal miniature, tu sais, il va être tout rouge, tout fripé, tout moche, il faut s'y préparer», tu vois? Et je lui disais: «Et aussi, il va sortir et il va pas crier. Parce qu'en fait, il peut pas, parce qu'il a trop d'eau et donc en fait, ses poumons peuvent pas s'ouvrir et donc il va pas pouvoir crier et en fait, il va partir tout de suite et il va être intubé». tu savais tout ça parce que tu t'étais préparé, tu avais lu. Tu savais qu'il allait pas pouvoir respirer, enfin crier, etc. Donc quelque part, enfin, tu t'étais préparé, quoi, en tout cas. Tu avais fait ta préparation. C'est ça. Moi, je m'étais préparée à de toute façon, depuis le début de cette histoire, je commençais à me préparer au fait que ça allait pas être l'accouchement, que j'avais imaginé donc voilà et en lui disant ça à lui, finalement, je me le disais un peu à moi. Mais et donc la césarienne commence, tu sens rien parce que tu es sous anesthésie, mais tu sens tu vois, qu'il te tripatouille quand même. Et puis au bout d'un moment, tout s'arrête, il y a plus de main sur toi et donc là, je me dis: «Ça y est, ils ont sorti le bébé». Enfin, c'est une question de quelques secondes, tu vois, où je sens plus rien. Je me dis: «Ça y est, ils l'ont sorti» et là, j'entends un cri et Ah! je l'entends, pleurer, quoi et en fait je m'y attendais vraiment pas parce que je pensais qu'il allait pas pouvoir respirer, je pensais que et en fait, le petit, il a réussi à respirer et à pleurer, quoi et donc là, on s'est regardés avec Loïc et on a pleuré Bah oui. et franchement et à ce moment-là, ils nous disent: «Bah, vu qu'il respire, bah, en fait, on vous l'amène pour lui faire un bisou. On n'est pas Ah. en méga urgence avant de partir, l'aider, lui donner une aide respiratoire» et donc ils nous l'ont amené au niveau de nos têtes et on l'a vu et il était trop beau. Il était trop beau, tu vois? Il faisait 2,5 kg, c'est le poids d'un bébé à terme, petit bébé à terme, quoi donc en fait, il était pas du tout, tout rouge et tout fripé, il était trop beau et donc en fait, tous ces trucs que j'avais dit à Loïc, et où en fait, plutôt moi, je me préparais à toujours, voilà, ce serait pas l'accouchement que j'avais rêvé et cetera et ben, en fait, on a eu un beau moment, tu vois? Ouais, En fait, super. je garde un beau souvenir quand même de, bah, je l'ai entendu crier et j'ai pu lui faire un bisou et on a été hyper émus et on a pleuré et donc voilà, donc il y a eu du positif. Et vous étiez tous les 2, tu pas accouché, après une pause de drain, d'un petit bébé prématuré toute seule au bloc, enfin c'est Ouais. vrai que tu as raison, c'est hyper fort d'arriver à prendre ce recul et à te dire, voilà, il y a du super positif en fait, à retenir. Enfin c'est très fort parce que, c'était quand même pas ton projet. Il naît quand même prématuré même s'il est pas en danger immédiat et donc du coup, comment ça se passe? Toi, tu vas en salle de réveil et lui, il va en bulle, c'est ça? Donc ouais, lui, il part, et le papa part avec. Ils disent, «Venez le papa» parce que, enfin voilà, on va terminer l'opération de césarienne et pendant ce temps, le papa part avec le bébé. Moi, il termine l'opération de césarienne, soit dit en passant, personne m'avait préparée pour le coup à ça, au fait que la césarienne, c'est un truc, en 2 phases où ils sortent le bébé, ça va hyper vite et après tu restes une bonne demi-heure et pendant une demi-heure, en fait, ils te récurent, l'intérieur de ton utérus Mmh. pour tout enlever et je sais pas si c'est que l'anesthésie commençait à plus faire effet, mais ça, moi, j'ai trouvé ça horrible. Enfin, vraiment, j'ai trouvé Ah! ça, Et tu leur as dit? ouais, je leur ai dit, mais le temps que je leur dise, heu,
et qui renvoient. Parce qu'en fait, ils m'ont fait la péridurale, ils m'ont fait la césarienne sous rachis-anesthésie et pas sous péridurale. Et donc, en fait, ça dure moins longtemps. Et donc, le temps que je leur dis ça et qu'ils me mettent la péridurale enfin, qu'ils me remettent du liquide, pardon, de Ouais, l'anesthésie ouais, la ouais. péridurale, bah, en fait, c'était trop tard, quoi. Ah mince. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu le point de départ de cette seconde phase dont on parlait tout à l'heure, où vu que maintenant tout est pour le bébé et que le bébé, en fait, il est plus à l'intérieur de toi, et ben en fait, le bien-être de la maman, je dirais pas qu'il est secondaire, mais ouais, ça devient très différent. Enfin, il y a un avant et un après, quoi. Et D'accord. donc là, tu te retrouves face à tes cicatrices, où auparavant, comme je te disais, auparavant, c'était tout pour mon bébé, il n'y a pas de problème, je gère, je gère. Et en fait, là, mon bébé, il est géré par d'autres gens, il est géré par des médecins, etc. Et moi, je me retrouve, en fait, soudain, je sais pas, je réalise que j'ai toutes ces cicatrices-là de pose de drain et la césarienne. Et enfin, je sais pas, je trouve que pour moi, ça a été une seconde phase et ça a été là que ça a commencé à être difficile pour moi psychologiquement et c'est là que j'ai commencé à vouloir aller chercher de l'aide, pour le coup. D'accord. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, en plus, vous êtes séparés, vu que lui, Ouais, il est intubé, enfin, ouais. il était quoi, en néonate à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, il part carrément en réa. En réa, oui, c'est ça. Oui, il est en réa. Ouais. Et toi, du coup, tu vas en chambre et donc là, c'est vrai que tu es confronté à tes douleurs, surtout que du coup, tu as toutes tes cicatrices de pose de drain. Mm. Et puis, tu as ta césarienne. Et du coup, tu n'as pas eu le temps de te préparer, évidemment, parce que la césarienne n'était pas une option. Donc, Ouais, ouais. c'était très Et, vite. ouais. Et comment ça se passe ce retour en chambre? Du coup, ton conjoint est là? Donc, mon conjoint est là. Lui, il a vu le bébé. Il me montre des photos. Enfin, au début, je suis en salle de réveil. Donc, lui, il a vu le bébé, il revient. Il me montre des photos du bébé. Donc, déjà, ça me rassure. Et là, heureusement, en fait, les médecins m'amènent le bébé en couveuse pour que je le voie avant de le descendre en réa. Super, Donc, d'accord. ça, Ça, c'est ça, ça super. c'est vachement bien. Donc, ça, c'est vachement bien. Ils le descendent en réa. Et moi, je remonte en chambre et ils me disent. Euh, ils disent ça, je pense, à toutes les femmes qui ont des césariennes d'urgence et le bébé part en néonat, ils disent dès que vous pourrez vous déplacer, vous pourrez venir le voir, mais vous pressez pas. Non, mais dans quel univers est-ce que toi tu te presses pas, tu vois? Enfin, évidemment que tu vas essayer de te lever avant enfin, tu vois, quand c'est encore trop tôt, évidemment, tu vois, tu vas te Bien faire sûr. mal au bide, mais tu vas y aller, quoi. Bah, bien sûr. Et je pense on est toutes pareilles là-dedans. Et donc, il est né donc à 14h et j'ai pu descendre, il devait être 19h. Voilà, vache. Ouais, t'es descendu en fauteuil quand même. Ouais, ouais. Ouais. Euh, donc, je suis descendue à 19h. Et ben là, enfin, en fait, les jours qui ont suivi, ce qui a été très dur, c'est que lui, il était au deuxième étage et moi, j'étais au cinquième étage. Mm. Et même si je restais avec lui toute la journée, bah, le soir, je rentrais toute seule dans ma chambre du cinquième. Loïc, il dormait pas avec moi, il rentrait à la maison parce qu'on habitait vraiment pas loin. Et les nuits, ça a été hyper dur. Parce que, Ouais, parce qu'en plus, t'as ta montée de lait, en plus, t'as tes voilà, trophées. C'est dur, quoi. t'as cette espèce de chute d'hormones, tu vois, qu'on appelle baby blues, et qui, à mon avis, selon comment tu vis ton accouchement et la naissance, etc., peut être décuplé ou au contraire passé inaperçu. Moi, dans mon cas, les deux, enfin à J2, J3, j'ai pleuré toute la nuit, quoi. Mm. J'étais toute seule, franchement, c'était une des périodes les plus dures. Les 2, 3 Ouais, puis premières en plus, comme tu disais avant, quand il est dans ton ventre, tu sens que tu as une capacité à protéger ton bébé, tu te sens dans le contrôle, en fait, tu te sens capable, alors que maintenant qu'il est plus dans ton ventre, tu sais pas ce qui se passe au deuxième étage, et ça, c'est vrai que c'est hyper angoissant, quoi. Mm. après, donc pour faire un peu peut-être une petite accélération, mais il est vite sorti de réa, il a été aux soins intensifs et il y est resté 2 mois et demi. Ah, il est resté en soins intensifs quand même, d'accord. Ah ouais, Deux deux mois mois et demi. et demi. Ok. Il y avait une Donc, raison particulière ou c'était juste du fait de la prématurité et de son problème d'épanchement et tout ça? c'était effectivement son épanchement parce que à ce moment-là, on reçoit les résultats du cariotype. Tout est OK d'un point de vue génétique. Il n'a pas de trisomie, il n'a rien. Tous les syndromes sont éliminés et on finit par nous dire, du coup, c'est juste comme ça. C'est comme ça.
C'est un petit défaut de naissance. C'est probablement une mini malformation, des petites lésions dans ses vaisseaux lymphatiques dans son thorax, qui font que Mmh. ces petits vaisseaux, ils fuient. Et en fait, il y a qu'une chose à faire, c'est d'attendre que ça se referme tout seul. Que les petits vaisseaux, ils cicatrisent, comme un peu quand tu as une plaie et que ton sang, il coule, au bout d'un moment, ça fait une croûte et puis tu saignes plus, quoi. Bah, pareil avec les vaisseaux lymphatiques. Et donc, en fait, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il suffit d'attendre. Il y a pas de chirurgie pour lui, il y a pas de médicaments, il y a pas de, tu vois, il y a pas de trucs lourds. Mais en même temps, attendre, Ouais, horrible. c'est Mmh. pas quoi. Ouais, le temps. De toute façon, dans ces parcours-là, dans tous les parcours de résilience là, quel que soit le parcours, que ce soit, tu vois, des césariennes difficiles, ton parcours à toi avec ton bébé, des maladies, le facteur le plus dur, c'est le temps. Parce qu'en fait, Mmh. c'est hyper dur de se dire: «Il faut attendre». Par exemple, j'irais mieux parce que je mets des choses en place, mais il faut le temps. Ou, Ouais, là, faut attendre, il va cicatriser, mais il faut attendre. C'est ouais. hyper dur. C'est vraiment moi, je trouve, dans tous les parcours qu'on peut avoir, c'est le plus dur, c'est le temps. Et en fait, c'est accepter le temps, mais c'est très, très difficile, quoi. Et comment ça se passait? Parce que toi, tu as pu sortir de l'hôpital à quel moment, du coup? Donc je suis sortie au bout de 5 jours, comme n'importe quelle femme qui a une césarienne. Je suis rentrée chez moi et à ce moment-là démarre, donc cette longue période où tous les matins, avec Loïc, on se lève le matin, on se prépare, on va à l'hôpital, on passe toute la journée, toute la journée, toute la journée avec lui et le soir, on rentre, on se couche. Le lendemain matin, on se lève, on y va. On passe toute la journée, on rentre, on se couche. Tous les jours, Et comment tous vous les avez jours. fait? Parce que toi, tu as 2 mois et demi derrière pour ton congé maternité, mais ton conjoint, il avait fait comment? Il avait posé des congés? Parce qu'à ce moment-là, le congé paternel, il est enfin ou 2 parent, il était pas il était Si, déjà si? si, ça y est, il était déjà, sorti, donc il a donc son 1 mois de congé paternité. Et il y a un autre dispositif qui est important de mentionner, c'est une loi qui existe depuis 2019, qui a été, mise en place grâce à la pression exercée par, SOS Préma, une association sur l'Assemblée nationale, pour passer une loi qui permet aux papas d'avoir 1 mois de congé supplémentaire quand il y a un bébé hospitalisé. Ah génial. Tu vois, Donc ça veut même dire que Loïc, plein de il gens qui a ne savent pas. non, ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas ce truc. Donc il y a 1 mois de congé parental pour lui, plus 1 mois de congé bébé hospitalisé, Ah oui, oui, donc le congé, 2e parent et ensuite le alors enfin, c'est bébé hospitalisé préma ou c'est bébé hospitalisé tout court? tout court. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. OK, d'accord. Donc en fait, concrètement, il est 2 mois avec toi, sachant que tu as ta césarienne, donc en plus les déplacements, t'habiller et cetera, super difficile. Donc ça, c'est bien déjà. Et puis vous êtes 2 auprès de bébé pendant les 2 mois, en plus ça correspond, c'est ça, quasiment, au temps où il est resté en soins intensifs en plus? C'est ça, il y est resté 2 mois et demi. Donc en fait, c'est génial, tu vois? J'ai fait les 2 dernières semaines, «toute seule» entre guillemets, il avait repris le travail, mais enfin 2 mois, c'était formidable d'être tous les 2 tout le temps. Mmh. Et donc c'est pareil en fait, comme tu dis, le temps, c'est une variable, qui tu vois, 2 mois et demi, ça peut passer très vite comme ça peut paraître une éternité et à ce moment-là, nous, ça nous paraît, très long. Hem et moi, je rentre un peu dans une phase un peu difficile, où j'ai du mal à trouver ma place de maman. Ah! Je me dis, le truc que je me répète dans ma tête, c'est, «Être maman, ça se mérite». C'est Mmh. trop bizarre ce que je dis, mais en fait, je me persuade et la vérité, c'est que je suis encore persuadée aujourd'hui que le bébé quand il naît, il sait pas forcément que c'est toi sa maman, tu vois? Je me dis, non, enfin je veux dire, i une infirmière pourrait lui faire un câlin, passer toute la nuit en câlin avec lui, il serait très heureux, tu vois? Et que moi, il me choisisse moi pour que je sois sa maman et ben, en fait, ça se mérite, tu vois? Et je pense que je me dis ça parce que j'ai un parcours de grossesse, compliqué et qu'au fond, souvent les grossesses comme ça, quand elles se terminent pas comme désiré, tu as l'impression de pas avoir bien fait ton job, tu vois? Bah oui. Et donc je me dis, voilà, je cherche ma place. Je fais mon maximum pour lui donner tout ce que je peux, pour mériter d'être sa maman, tu vois? Un Mmh. peu. C'est fort. Mmh. Et c'est pas facile parce que tu te poses beaucoup de questions, tu vois? Enfin ouais, je me disais: «Est-ce que j'en fais assez?» Est-ce que enfin, ouais, c'est une per et ça a duré longtemps parce qu'il est prématuré donc il faut un bon mois,
donc il est né en fait à 34 semaines, ça fait 7 mois et demi de grossesse. Il faut un bon mois pour qu'il termine son développement, comme s'il avait été dans mon ventre. Donc il a, 1 mois et demi de «retard» entre guillemets sur le développement psychomoteur, ordinaire d'un bébé né à terme. Donc par exemple, ça a mis très longtemps avant qu'il me fixe du regard, ou ça Mmh. a mis très longtemps avant que j'ai un premier sourire. Par rapport, je vois, tu vois, à mes copines qui ont des bébés nés à terme, et donc en fait, il y a ce côté où j'avais l'impression de donner, donner, donner et d'avoir besoin que mon bébé m'envoie un petit signe de, «C'est toi ma maman», et ça a mis longtemps, tu vois? Ça a mis longtemps pour que je dise: «OK, c'est bon, je me sens reconnue par mon bébé», tu vois? Ouais. C'est hyper touchant et c'est rare. Enfin, moi, j'ai rarement entendu, cette façon de voir les choses. Tu vois, on parle souvent de l'échec, de la culpabilité, mais encore une fois, de son côté combative, de dire, voilà: «Je vais tout faire pour, mériter d'être sa maman», même si je pense qu'il y a pas de sujet, il sait que c'est toi, hein. Mais mais ouais, ouais, d'accord, et du coup, c'est une pression que tu t'es mise, en fait, et j'imagine qu'à ce moment-là, tu vas pas forcément super bien, quoi? Non, et j'en parle pas, enfin j'ai du mal à en parler à mes proches. Donc c'est à ce moment-là que je commence à voir la psy de l'hôpital, et puis après moi ma psy de ville, j'ai toujours eu une psy en ville, que je vois dans ma vie à des moments où j'en ai besoin, et donc ouais, à ce moment-là, j'ai besoin parce que j'ai toujours enfin ouais, j'ai du mal à en parler de manière très ouverte à mes proches parce que je cherche à les préserver, ce qui est un peu con, mais voilà. Et donc heureusement que j'ai eu cette béquille, de ma psy parce que ça m'a fait beaucoup de bien. OK. Non, mais c'est bien déjà d'avoir eu la démarche d'aller demander de l'aide, hein. Toutes les femmes le font pas, parce que parfois, on n'identifie même pas qu'on va mal. En fait, c'est tellement des choses qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qu'un peu comme la grenouille, dans l'eau, qu'on fait bouillir tranquillement, on se rend pas compte qu'en fait, on va mal, et donc du coup, on va pas forcément chercher de l'aide, donc c'est déjà super que tu aies eu ce réflexe. Et comment ça se passe ensuite alors, le retour à la maison? Est-ce que tu as peur de nouveau? Est-ce qu'il a des suivis justement pour voir pour son épanchement et cetera? Comment ça se passe? Alors, oui, donc lui, on découvre aussi qu'il a, 6 petites cicatrices dans le dos, Ah oui, chacune pour chaque pose de drain, et ça fait elles sont toutes, toutes, toutes rapprochées, c'est des petits points, ça fait comme une petite fleur. Donc, c'est voilà, j'essaie de positiver le truc, je me dis: «C'est sa petite fleur», et il est, i comme je te disais, en fait, on attend que ça passe, quoi. On attend que ça passe, on attend que ça passe, mais c'est hyper long. Mais un beau jour, à l'hôpital, ils lui font une échographie, et un beau jour, on nous dit, «Il y a plus rien. Il y a plus d'épanchement, il y a plus de liquide, il y a plus rien», bah, et ce génial. jour-là, ça faisait en fait, c'était une période, ça faisait le liquide, il diminuait petit à petit, mais là, on était sur un plateau depuis 4 semaines, ça faisait 4 semaines qu'il y avait toujours la même quantité, et on comprenait pas, quoi, et on était sur un plateau et on se disait: «Mais ça», et puis du jour au lendemain, plus rien. Donc immense émotion, on nous dit: «Ça y est, vous allez pouvoir rentrer à la maison», et cetera. Heu On rentre à la maison, et il a un régime alimentaire spécial. C'est le seul truc, en fait, qui reste encore aujourd'hui de sa pathologie. C'est qu'en fait, cet épanchement, il vient donc il vient pardon, je cherche mes mots. Hem, le Liquide liquide, lymphatique. le liquide, La lymphe. merci, le liquide lymphatique, merci, désolée. Il y a beaucoup d'émotions, donc et en fait, ce liquide lymphatique, tu en produis plus ou moins selon ce que tu manges, et ça, c'est tout le monde, Ah, je et en savais même fait pas. D'accord. ouais, parce qu'en fait, ce liquide lymphatique, il est responsable de transporter les matières grasses dans tes cellules, partout dans ton corps. Parce que D'accord. le gras, c'est la vie, comme on sait, et que donc voilà, c'est ça qui vient alimenter tes cellules, et donc plus tu manges gras, plus tu as de liquide lymphatique, en fait, et pour nous, c'est gigantesque, tu vois? C'est rien, mais pour lui, en fait, il fallait limiter au maximum cette production de liquide lymphatique, donc en fait, il a pas le droit au gras, D'accord. donc il a pas le droit à mon lait maternel. Ah! Donc moi, ça fait 2 mois et demi que je tire mon lait tous les jours dans l'espoir de pouvoir lui donner une fois qu'on sort de l'hôpital, D'accord. et pendant 2 mois et demi, je tire mon lait. Il y en a une partie que je stocke dans mon congélateur, et tout le reste, je fais du don de lait parce que du coup, comme je suis en soins intensifs, je suis, comme Gaël est en soins intensifs, je suis très sensibilisée
Ah oui. Voilà, au sujet des prématurés. Donc, je fais beaucoup de dons de lait. Et au moment où on sort de l'hôpital, ils nous disent, bon, vous savez, par précaution, on va plutôt le mettre sur un lait spécial sans gras. Et il vaut mieux pas que vous l'allaitiez, en fait. Ah là là, mince, d'accord. Donc voilà, donc j'arrête de tirer mon lait. Je suis un peu déçue puisque j'ai fait ça pendant 2 mois et demi pour rien. Mais je me dis, bon, c'est pas grave. Je pouvais pas savoir, j'ai fait de mon mieux, c'est pas grave. Hem et heu et après, voilà, donc il sort de l'hôpital avec ce régime alimentaire spécial. Il l'a toujours aujourd'hui, donc il a 8 mois, et petit à petit, on réintroduit, les graisses aujourd'hui. Maintenant, il est diversifié, il mange de la viande, dans ces petits pots là, et donc petit à petit, voilà, on réintroduit les trucs. Bientôt, il va pouvoir changer de lait et voilà quoi, et à chaque fois, on contrôle, à chaque fois qu'on réintroduit un peu de gras dans son alimentation, on contrôle qu'il y a rien, tu vois, que l'épanchement revient pas. Pour le moment, ça revient pas, donc voilà. Mais le suivi qu'il y a dû avoir, c'est, je sais pas si tu te rappelles, au début de l'histoire, ils ont fait tomber un drain à Mmh. l'intérieur de son thorax, Eh oui. et donc au bout d'un moment, ils nous disent: «Bon, ce truc-là, va peut-être falloir l'enlever quand même». Mmh. Heu et en fait, ils me disent ça à l'occasion d'un contrôle, mais je l'avais oublié. Mmh. Je l'avais oublié. En fait, on est passé par tellement de choses que j'avais oublié ce truc, et je me dis: «Merde, putain, maintenant il faut retourner à l'hôpital, il faut lui refaire une chirurgie», et puis encore une fois, tu vois, comme s'il est plus dans mon ventre, il s'agit plus de moi, bah, l'anxiété, fois 10 quoi. Mmh. Et donc voilà, on y est retourné, c'était il y a quelques semaines. Heureusement, tout s'est hyper bien passé. Ils ont fait ça par célioscopie. Donc ils ont fait une petite ouverture avec une petite caméra, ils sont allés chercher le drain avec une pince, ils l'ont enlevé et c'était terminé et on n'entendait plus parler. Et c'était lui, il a été anesthésié complètement? Anesthésie générale, c'était un des trucs qui m'inquiétait un peu, et j'étais persuadée, tu vois, c'est l'inverse de la grossesse, j'étais persuadée qu'il y aurait des complications. D'accord. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ce qu'on a vécu, mais je me suis dit: «Il va y avoir des complications, ils vont pas réussir la célioscopie, ils vont devoir lui faire une thoracotomie, donc ouvrir le thorax, ils vont devoir, il va y avoir un autre drain qui va être posé parce que ça va faire revenir son épanchement». Enfin Mmh. ouais, je m'étais préparée au pire et en fait, je sais pas, le karma, était de mon côté et tout s'est bien passé. On a passé 36 heures à l'hôpital. Il a, je sais pas trop si ça va lui laisser une grosse cicatrice ou pas, parce que pour le moment, il a encore les pansements. Mais j'espère que c'est la fin de l'histoire, quoi. D'accord. Non, mais c'est génial, c'est vraiment, incroyable. Franchement, vous êtes très fort. Tu es vraiment très forte. Même si voilà, tu es dedans et que, comme on le sait, c'est soit, bah, soit tu avances, tu combats ou tu meurs, hein, donc OK. Mmh. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais quand même, franchement, tu es vraiment très forte et vous êtes très fort, lui aussi. Enfin, tu vois, je pense qu'il a aussi, bénéficié de toute ta confiance aussi, tu vois? De dire que même si tu avais peur, mais je veux dire, depuis le départ, tu as été hyper confiante, donc je pense que ça l'a aidé lui aussi. Et puis tu vois, tu as quand même cumulé quoi, une opération fœtale, tu as césarienne d'urgence, un bébé prématuré, un bébé qui est ensuite en soins intensifs, enfin c'est très lourd tout ça. Et là, donc là, on lui a enlevé son petit drain qui était dans son thorax et comment vous allez vous aujourd'hui du coup par rapport à tout ce parcours? Bah, écoute, franchement, ça va. Je crois que maintenant, on a des problématiques, de parents classiques. Heu, Tu vois, le fait que, bah, ça te change une vie quand même, c'est un grand chamboulement, tu es fatigué et cetera, et voilà, et ouais, on a des problématiques classiques. Je pense que moi, j'ai encore des trucs un peu quand même à digérer. Ça va beaucoup mieux, tu vois? Ma psy, elle m'a beaucoup aidée et cetera. Mais j'ai un rapport à la grossesse encore un peu, bizarre, et je m'en suis rendu compte l'autre jour, j'ai 2 très proches copines, qui m'ont annoncé, leur grossesse. J'ai éclaté en sanglots. Alors Ah! que Tu t'y alors que attendais pas? Ça t'a surprise? ouais, déjà, ça m'a surprise parce que c'était leur deuxième et je m'y attendais pas, et je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, tu vois? Et là, j'ai éclaté en sanglots, et donc j'étais là avec une espèce de grimace horrible comme quand tu sanglotes, mais que tu essayes de faire un sourire, enfin, c'était affreux, et j'essayais de leur dire que j'étais trop heureuse pour elles, et je le suis,
mais cette émotion, je me suis dit: «Waouh, putain, j'ai quand même encore un truc, quoi». Non, ce que je veux dire, c'est que tu étais surprise par ta propre émotion. Peut-être ton Oui, oui. émotion, tu t'y attendais pas à pleurer, quoi. Non, ah ouais, non, non, ouais, et donc voilà, je sais que de temps en temps, j'ai comme quand même encore de temps en temps, je me dis, tu vois: «Est-ce qu'il sait que je suis sa maman?» Enfin, des trucs comme ça qui me restent et qui, avec le temps, vont passer et qui vont de mieux en mieux, mais voilà. Puis après, faut accepter son nouveau corps aussi, ça prend du temps. Ouais. Je crois que c'est toi qui me disais l'autre jour, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire, Et parfois bien plus encore. et c'est vrai, quoi, parce que comme tu disais, il y a les cicatrices, physiques et puis il y a les cicatrices psychologiques, donc Ouais, et puis voilà, déjà 9 mois, c'est assez court. En vrai, des fois, ça prend beaucoup plus. Et puis ton bébé, il a que 8 mois. C'est quand même très, très récent, tout ça. ouais. Donc c'est normal que tu aies encore des moments difficiles. C'est super que tu aies, les ressources pour t'aider. Ça, c'est génial parce que du coup, tu sais que tu peux aller les solliciter. Ça, c'est vraiment super. Et puis voilà, oui, le rapport au corps, c'est sûr. Je travaille là-dessus tout le temps là, avec les filles sur la page et en coaching, dans les ateliers. Voilà, c'est des zones qu'il faut réapproprier, il faut arriver à se regarder, à toucher sa cicatrice. C'est vrai que c'est pas évident. T'as pas eu, toi, de complications sur ta cicatrice? Non, heureusement, Ok. non. Donc toi, t'allais bien, c'était plutôt psychologiquement ou finalement Ouais. c'était difficile? Ouais. Sur les opérations fœtales, il y en a une des 6 qui a, très mal cicatrisé, donc qui est beaucoup plus moche que les autres, mais c'est beaucoup plus petit qu'une césarienne, donc c'est Ouais. pas très grave, tu vois? Ok. Eh ben, en tout cas, franchement, merci pour ce partage hyper fort. Franchement, vraiment, tu es incroyable. Merci. Si tu devais recommander quelque chose à un parent qui serait dans un parcours similaire au tien, est-ce que tu as, donc tu as la ressource, là, on a donné le nom du congé là qu'il faut absolument demander. Donc, il y a des associations. Est-ce que tu as des ressources que tu veux partager? Moi, je conseille vraiment très fort de faire appel au psy de l'hôpital. En fait, quand tu es dans un parcours, quand ton enfant est dans un parcours ou que toi, tu es dans un parcours à l'hôpital, c'est gratuit. Ils sont là pour ça, quoi. Et en fait, si tu le demandes pas et que tu as pas un médecin un peu bienveillant qui te dit: «Vous savez, je vais vous mettre en relation avec la psy» et cetera, parce que c'est un médecin qui est éveillé à ça, bah, tu le sais pas forcément. Et je Ouais. pense que c'est hyper important parce que, tu vois, on n'arrête pas de dire, on est des super-héros, des super-héroïnes, on est hyper fort, hyper résilient. Et en fait, c'est vrai, mais c'est à double tranchant de dire ça parce que on peut pas naviguer, sans aide. C'est pas possible. Ah, mais carrément. Ah, mais je suis complètement d'accord. Moi, quand je dis ça, c'est plutôt le côté de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. C'est pour saluer l'effort et la résilience. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on fait tout seul. Au contraire, il faut toujours être entouré. Et, euh, Ouais, et, et c'est hyper important. On ne peut pas le faire seul. Voilà, moi, je dis ça parce que ça veut dire que si tu as des cicatrices, que ce soit physique ou psychologique, tu es passé par quelque chose de difficile dont tu t'es relevé. Donc, forcément, tu as mis en place des mécanismes et c'est ça ton super pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que tu es toute seule. Et ça, c'est oui, complètement. Mais tu as tout à fait raison de le dire. Surtout que dans certains services, typiquement les diagnostics prénataux, ils voient des cas tellement durs tous les jours qu'en fait, ils pensent même plus à proposer le psy parce qu'en fait, c'est devenu leur... C'est horrible, mais c'est leur quotidien en fait. Donc, mmh, ils pensent pas forcément à le proposer. Et donc, effectivement, tu as raison, allez le demander, quoi, spécifiquement. c'est ça. Allez le demander. Et sinon, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est justement d'écouter des podcasts, hem, parce que c'est pas forcément facile de trouver le podcast qui est le parfait miroir de ce que tu as vécu. Moi, j'ai vécu un truc, enfin, la pathologie de Gaël, ça s'appelle un chylothorax, et même sur Google, quand tu tapes, il y a rien. C'est hyper rare et tout ça. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter, en fait, des histoires difficiles, des histoires vraiment compliquées, mais qui finissent bien. Ah oui, c'est ce que tu me disais. C'est Oui, ce oui, que je te disais absolument. l'autre Oui, jour. oui, absolument, absolument. C'est bien d'en parler aussi. Oui, complètement. Et tu vois, mon mari, il comprenait pas, il me disait: «Mais pourquoi t'écoutes cette histoire sordide de, ultra prématuré, qui a eu une méningite, machin et cetera?» Je dis: «Mais parce qu'en fait, à la fin, ça finit bien et j'ai envie d'entendre et de croire que quel que soit ton parcours, même des parcours plus difficiles que le tien, en fait, ça finit bien». Ouais, bien Et sûr. moi, personnellement, ça me faisait beaucoup de bien. Je sais pas si ça convient à tout le monde, mais je le recommande parce que, tu vois, les tiens de podcast, ils sont formidables en ce sens parce qu'ils parlent beaucoup de résilience.
Il y en a plus particulièrement sur le sujet de la maternité. Il y a beaucoup de choses et je pense que c'est formidable. J'en profite pour te dire, merci pour ce que tu fais parce que Ah bah merci. voilà, c'est une ressource. C'est Ah, clairement une ressource. écoute, merci, merci mille fois. Et je suis d'accord avec toi que le podcast, c'est précieux parce que ça permet d'avoir des témoignages de personnes, une quantité en fait de témoignages que tu n'aurais pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, et du coup, ça te permet même de les contacter derrière et de créer des relations. C'est vrai que tu as raison, c'est une super ressource. Ok, donc demander le congé, demander de l'aide psychologique, écouter des témoignages et les associations potentiellement aussi. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais ajouter, un message pour d'autres femmes, pour des couples ou voilà, est-ce que tu as un message Bah, je pense que j'aimerais peut-être faire un message au personnel soignant et en particulier, enfin moi je suis passée par l'hôpital Trousseau, qui est un hôpital de la PHP spécialisé en pédiatrie. Et il y a beaucoup d'histoires, tu vois, d'erreurs médicales, de parcours médicaux compliqués, avec des violences, avec de la brutalité et tout. Mais je pense que c'est bien aussi de reconnaître quand les choses sont bien faites par les personnels soignants. Et moi, j'ai été accompagnée par des gens extraordinaires, qui ont passé des heures à m'expliquer, à répondre à toutes mes questions, voilà, à faire, tu vois, parfois j'ai demandé des échographies juste pour être assurée, ils me les ont faites, tu vois. Et puis pareil, avec Gaëlle en service de néonatologie, les infirmières puéricultrices, mais c'est des déesses. Ah non, mais c'est un métier, mais incroyable. Et donc voilà, je pense qu'il faut reconnaître quand les choses sont bien faites. Et un jour, quand j'étais au milieu de mon parcours d'opération fétale et tout, que c'était compliqué, j'ai une de mes amies proches qui m'a dit, fais confiance à la médecine. Mmh. Et en fait, elle a raison. En fait, elle avait raison. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut le dire. Et bien sûr qu'il faut faire attention. Et bien sûr qu'il faut dire quand les choses vont pas. Mais voilà, il y a des personnels soignants formidables. Et voilà, moi, je voulais le reconnaître un peu. Ouais, non, c'est super, tu as complètement raison. Ça fait beaucoup de bien, surtout que là, c'est quand même une opération hyper rare, une pathologie hyper rare. Donc voilà, ils t'ont sauvé, ils ont sauvé ton bébé. Donc, tu as raison, c'est un beau message aussi et je t'en remercie parce qu'effectivement, il y a de tout. Et donc, c'est bien de pouvoir saluer quand les équipes sont formidables. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi, moi, par rapport à mon parcours, tu vois. Je leur ai envoyé le faire part d'Anna, je leur ai envoyé un message assez un an. Enfin, voilà. Donc, je comprends complètement. Et merci du coup ouais, à tous nos soignants. Et un gros message pour tous les soignants qui prennent soin de nous et de nos proches. Écoute, je te remercie mille fois, Audrey. Franchement, merci pour, pour ta confiance. Et si on veut t'écrire, est-ce qu'on peut mettre ton contact dans les ressources sur Instagram? Ouais, bien sûr, Instagram, avec plaisir. Voilà, s'il y a des parents qui veulent échanger avec toi. Et puis écoute, je te souhaite une belle suite à ta belle petite famille. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Audrey. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.